Salut Julien. Salut Samir. Salut à toi qui nous écoutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va compléter un peu ce qu'on a évoqué la dernière fois à propos de l'utilité d'un coach. Mais cette fois-ci, on va parler spécifiquement de la PNL et à quoi ça sert la PNL. En fait, Où est-ce qu'on peut l'utiliser, où est-ce qu'on la retrouve et qu'est-ce que ça peut vraiment nous apporter. La PNL, ça ne sert pas qu'au coach ? Eh ben non. Figure-toi que ça sert à plein de monde. Ça peut servir aux éducateurs, aux professeurs dans les écoles. Ça peut servir aux chefs d'entreprise, aux managers. Okay. Ça peut servir dans les couples, avec les enfants. Ça peut servir dans plein de choses, en fait. C'est vrai que la PNL, c'est quelque chose qui est universel. C'est quelque chose qui peut vraiment s'utiliser partout. Et elle est beaucoup utilisée aussi pour les communicants, les personnes qui communiquent, les politiciens, les conférenciers. Ils utilisent beaucoup la PNL justement pour apprendre à améliorer leur communication, à échanger, à transmettre. Mais c'est quelque chose qui est très très vaste et qui peut être vraiment. Moi, par exemple, la PNL, avant de l'utiliser en tant que coach, elle m'a servi à moi personnellement dans ma vie privée. Donc, on va essayer de faire peut-être le tour des différents domaines qui peuvent être à peu près utilisés, en sachant que on va pas couvrir tous les domaines, mais on va en citer quelques-uns parce que ça peut. Oui, tout à fait, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ouais, il y en a énormément. Et justement, on peut peut-être préciser ici pourquoi la PNL peut être aussi adaptée et adaptable à tant d'environnements et de situations différentes. C'est parce que la PNL est avant tout issue d'une observation et d'une modélisation des stratégies qui fonctionnent. Donc on peut réappliquer puisqu'on redescend à l'essence même. On n'est pas dans une analyse de stratégie qui s'applique dans un seul domaine de vie, mais qui peut s'appliquer absolument partout, parce qu'on parle de l'ingénierie humaine, ni plus ni moins. Donc l'ingénierie du cerveau, l'ingénierie de la pensée, de la motivation, de l'engagement, du passage à l'action, de la réussite, mais de l'échec aussi, des prises de décision, de l'apprentissage, de la communication, des relations. Fait que c'est pour ça que ça peut s'appliquer absolument partout, parce que on est sur de l'humain, ni plus ni moins, son mode de fonctionnement, quel que soit son environnement. Et on peut apporter beaucoup de choses, beaucoup de points de progression, de développement, quel que soit le domaine, grâce aux outils de la PNL et aux apports que la PNL a mis à jour à travers justement l'étude de l'individu. Et peut-être juste une question comme ça, la PNL, ça peut s'utiliser aussi dans la musique ? Parce qu'il y a le groupe de la PNL. On pourrait l'utiliser dans la musique. Après, en soi, le groupe PNL, je suis pas sûr qu'il y ait le moindre rapport entre les deux. Et d'ailleurs, je dirais peut-être même que ça ferait du bien d'aller faire un peu de PNL pour recadrer un peu le tout. Je pense bien aussi, ouais. Je pense aussi. Sinon, du coup, pour la PNL, l'un des domaines qui peut être utilisé, que tu avais cité tout à l'heure, c'était en entreprise. Et ouais, tout à fait. Vu que la PNL s'intéresse à l'humain, à la communication, au fonctionnement des autres, un manager, par exemple, qui a des personnes sous ses ordres, pourrait utiliser la PNL justement pour apprendre à mieux communiquer, pour apprendre à motiver ses équipes, pour apprendre aussi à comprendre comment chaque personne dans l'équipe pourrait fonctionner. Parce que, en fait, dans une équipe, on a plusieurs personnalités. Je me rappelle, quand je travaillais dans le monde de l'entreprise, l'une des choses qui me blessait le plus, c'était le fait de vouloir mettre tout le monde dans des cases et de vouloir que tout le monde fonctionne de la même manière. Et parfois même de comparer les gens entre eux. Regarde, lui va plus vite que toi, regarde, lui fait comme ça, regarde, lui fait comme ça. Alors qu'en fait, on a chacun des sensibilités différentes. Et en vrai, une équipe, elle est là pour se compléter. Si on avait, des robots qui fonctionnaient tous de la même manière, ça servira à rien. Le tout, c'est vraiment d'avoir une équipe avec des sensibilités différentes qui peuvent s'entraider et se compléter. Et la PNL, justement, à travers les stratégies de modélisation, à travers les stratégies aussi d'analyse, parce que on apprend à analyser l'autre à travers sa linguistique, à travers les métaprogrammes, à travers toutes ces choses-là, on peut établir en quelque sorte, sans mettre les gens dans des cases, mais établir une sorte de modèle, de savoir que, tu vois, lui, par exemple,
il est très rapide, il est bon dans tel et tel domaine. Donc lui, par exemple, on pourrait, et puis en plus, ça se trouve, il aime ça, donc en fait, on pourrait peut-être plus le mettre sur tel et tel sujet. Un tel, sa sensibilité, c'est peut-être, il est beaucoup plus artistique, il est beaucoup plus comme ça et comme ça. Donc celui-là, en fait, on pourrait peut-être plus le mettre sur tel et tel sujet. Tout à fait. Et au final, ce que ça pourrait permettre, c'est d'avoir une équipe qui fonctionne en synergie et puis en fait qui va aller beaucoup plus facilement, beaucoup plus vite et de la meilleure manière. Et puis aussi, il y a les métaprogrammes. Les métaprogrammes qui sont des leviers qui peuvent être utilisés pour motiver les personnes, pour les pousser à l'action. D'ailleurs, en fait, il y a des super travaux de Shell Rose Charvet. On mettra peut-être justement les liens de ces travaux et le lien de son livre qui s'appelle Le plein pouvoir des mots, justement à ce sujet sur l'approche des métaprogrammes dans le milieu du travail pour la motivation des équipes. Exact. Effectivement, ça peut être vraiment intéressant d'aller regarder du coup du côté de Shell Rose Charvet. Mais en tout cas, juste pour savoir que c'est un booster de capacité, la PNL, pour justement les managers, pour les personnes qui travaillent en entreprise et pas que. L'une des premières choses aussi qu'on apprenait à faire en PNL, c'était l'écoute active et c'était la communication à travers les présupposés. Et rien que ça, en fait, ça permet, selon moi, je pense que vraiment les entreprises en ont besoin. Ça permet de créer un management bienveillant grâce à la PNL. Oui, d'ailleurs, il y a cette petite formation que j'avais mise en ligne sur Udemy. On pourra même mettre le lien si jamais ça intéresse les auditeurs sur la posture de manager coach, où je reprends finalement des outils de PNL qu'on applique dans justement la posture de manager pour voir à quel point on peut changer le rapport qu'on peut avoir aux autres, parce que pendant que t'expliquais tout ça, il y a un truc qui a popé, c'est que les entreprises dépensent des millions chaque année pour embaucher des consultants, pour faire appel à des entreprises extérieures qui viennent analyser, mesurer les process de l'entreprise, mais très peu s'intéressent en fait au cœur de l'entreprise qui sont les employés, et que on ne met pas en place, si tu veux, des notions de mesure et de compréhension des process individuels. Et qu'en fait, si on dépensait autant d'argent qu'on en dépense à payer des consultants qui vont nous faire un rapport et qui vont nous dire, voilà, ça c'est ce que vous avez à mettre en place, et tout le monde est content parce qu'on a l'impression d'avoir comme développé une nouvelle dynamique, qu'on a mis quelque chose en place, mais qu'en fait derrière on est obligé de se battre contre les phénomènes de résistance au changement dans finalement les équipes. Si on travaillait à aller modéliser les équipes, comprendre comment est-ce qu'elles fonctionnent, comprendre qu'est-ce qui les compose, comprendre chaque élément, chaque personne comme un système propre qui influence le plus grand système et inversement, on pourrait en fait avoir des résultats qui seraient super pertinents. Ce qu'on a par exemple beaucoup plus dans les entreprises libérées, où on part vers un management qui est complètement différent, où il y a une autonomie qui est mise en place, où il y a une liberté beaucoup plus grande, un respect des valeurs, des besoins, des stratégies de chacun, où finalement il y a comme un partage de responsabilités, un partage décisionnel, un partage de gestion, et curieusement, ça marche super bien. Alors ça demande une autre organisation, c'est certain, on ne fait pas du freestyle non plus, mais ça permet d'avoir des résultats qui sont juste incroyables. Et on a encore aujourd'hui des entreprises qui font ce choix de plus en plus de ne plus travailler à l'heure, entre guillemets, qui disent voilà, tu vas faire ta semaine de 4 jours au lieu de 5, puis je vais pas te mettre d'horaire spécifique. Par contre, tu fais ce que tu as à faire, ce que tu es censé faire sur toute ta semaine, là, tu le fais sur 4 jours. Puis tu te débrouilles comme tu veux. Et on se retrouve en fait avec des gens qui sont hyper motivés, qui sont hyper productifs, ça va beaucoup plus vite, la qualité de vie est meilleure, les gens se mettent sur des positionnements qui sont différents. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne ? Parce qu'on n'est plus en train d'essayer de faire entrer une personne dans une case, on permet à une personne d'évoluer dans un cadre qui lui donne beaucoup plus de liberté et de possibilité d'agir, de réagir, de penser différemment. Et du coup, ça amène des résultats qui sont complètement différents. Donc, t'évoques le monde de l'entreprise. La PNL a plus que sa place dans le monde de l'entreprise pour aller modéliser justement les caractéristiques des collaborateurs, des dirigeants, des personnes qui travaillent au sein de l'entreprise pour
réussir à dessiner, à mapper en fait tout un système et voir comment chaque système peut interagir de manière beaucoup plus efficace l'un avec l'autre pour créer un ensemble de systèmes qui serait optimal dans le fonctionnement, plutôt que de se dire bon alors on va peut-être passer de Windows machin à Windows truc, puis on pourrait peut-être prendre ce logiciel-là à la place, puis alors regarde, du coup c'est tel service qui va s'occuper de ça, ça on va leur enlever comme ça ils vont être plus efficaces, ou en fait on s'intéresse juste à la logistique pure de l'entreprise, mais l'entreprise sans personnel, elle tourne pas. Tu peux mettre tous les process que tu veux, s'il y a personne pour travailler, ça tournera pas. Donc c'est là aussi où la PNL a vraiment, je crois, toute sa place et elle peut apporter des choses juste extraordinaires. C'est vrai, et ça je l'ai vu il y a pas très longtemps. Il me semble, il y a 1 an et demi, je t'en avais parlé. Je m'étais formé en tant que praticien holacratie, donc c'est une des approches d'entreprise libérée. Il y en a plusieurs des approches d'entreprise libérée. Mais avec l'ancienne startup où j'avais travaillé, on s'était intéressé à l'holacratie. Et en fait, quand j'ai fait la formation, j'ai fait 2 formations chez eux, j'ai été étonné par l'approche parce que il y avait plein de liens avec la PNL. Tu sais, la manière justement de gérer en fait l'entreprise. Déjà, tout est à plat, il n'y a pas vraiment de manager, etc. C'est-à-dire que en fait, l'holacratie était un peu inspiré de la nature et des cellules humaines, en fait, des cellules humaines du corps humain, où il n'y a pas réellement de hiérarchie dans le corps humain, mais c'est juste chaque partie du corps, chaque cellule va faire son job. Ok. C'est une approche systémique, hein, quelque part. C'est une approche systémique, ouais. Donc chacun, en fait, a sa spécialité et en fait, il a en quelque sorte, les pleins pouvoirs pour faire, parce que c'est ta spécialité, donc tu fais ce qui te semble le mieux. Et il n'y a pas, tu sais, à monter dans les niveaux où je vais demander un tel, je vais demander un tel, où ça peut prendre des mois à certains moments pour passer à l'action. Ouais, là, c'est immédiat et c'est ce qui expliquait, c'est que beaucoup d'entreprises aujourd'hui fonctionnent sur le modèle ancien, le modèle industriel, et le truc, c'est qu'aujourd'hui, le monde avance tellement vite que ça marche plus, le modèle industriel. Ça, tu sais, je veux dire, ça devient, aujourd'hui, le monde va tellement vite que d'avoir besoin de 4 mois pour prendre une décision, ça peut mettre l'entreprise en péril. Et ça bloque tout le monde. Complètement. Et tu vois, ça fait référence, puisqu'on travaille en ce moment à faire cette formation-là pour l'entrepreneuriat, ça ramène au point souvent que j'évoque sur le fait de faire une analyse de marché, une étude de marché, de préparer ton plan d'affaires. C'est valable à l'instant T. Si tu comptes le réutiliser dans 6 mois ou dans 1 an, en fait, recommence tout, parce que t'es plus à jour, t'es plus au point, t'en es plus au même stade. Et en fait, tout est pareil. Et il y a pas si longtemps, je me suis confronté aux joies de l'administration, où finalement, on m'invite à aller chercher un document. Je vais à la place indiquée pour aller chercher ce document, et puis là, on me dit, bah non, on peut pas vous donner le document parce que vous n'avez pas le formulaire. Alors déjà, là, ça commence on respire, hein, tout va bien. Puis finalement, bah, on appelle pour avoir le formulaire. Et puis, arrivé au bout du fil, personne ne sait comment on fait pour avoir le formulaire. D'accord. Donc on rappelle. Bah ouais, mais il n'y a pas de formulaire. Ok. Et en fait, à un moment donné, il faut s'énerver quelque part. Tu sais, faut comme taper du poing sur la table pour dire maintenant les conneries, en fait, ça suffit. Vous me trouvez une solution. Et puis là, d'un seul coup, la personne qu'on a au téléphone, attendez, parce qu'en fait moi je peux le faire, donc regardez, vous n'aurez pas besoin du formulaire ni de retourner à la place. Okay. Je vais m'en occuper et puis vous allez recevoir le courrier de confirmation, puis ce sera fait. Ok. Ça vous tente pas en fait de juste faire beaucoup plus simple? Et on arrive en fait à ce genre d'incohérence avec finalement, et il y a une bienveillance qui est recherchée dans tout ça. Il y a une réelle croyance profonde que de miser sur les process purs d'action, d'organisation, et d'imposer l'individu de se plier à ces éléments-là, faut pas oublier que ça marche sur le papier, mais quand tu es sur le terrain et que quand tu travailles avec du monde, d'un seul coup ça marche pas. Et en fait, combien d'entreprises aujourd'hui tournent pas aussi bien qu'elles pourraient tourner, parce qu'on se retrouve avec des gens qui sont frustrés dans leur poste parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont censés faire, parce qu'ils sont dépendants d'un autre service qui ne peut pas faire sa job parce qu'il manque encore quelque chose, et que finalement, il y a des gens qui auraient des solutions, mais ils n'ont pas le droit d'appliquer des solutions parce que sinon, ils sont pas dans les clous et ils sont tombés dessus. Fait que c'est la PNL, si on venait l'apporter comme ça, et
Il y a des gens qui sont spécialisés dans ça. Mais si on venait l'apporter comme ça au sein d'une entreprise, on pourrait modéliser et apporter énormément de choses pour transformer le mode de fonctionnement de l'entreprise. Et du coup, créer un écosystème qui est respectueux des micro-systèmes qui sont les individus dans l'ensemble, pour que tout ça soit éco-logique, en 2 mots. Exact. C'est ça en fait que j'avais vu dans l'holacratie, c'est le fait par exemple la pyramide de Dilts, je l'ai vu parce que dans l'holacratie on va beaucoup accorder d'importance au sens, mais aux valeurs aussi de l'entreprise, aussi à l'identité des personnes. Et en fait, tu te rends compte que ils ont vraiment modélisé, en tout cas, les organismes en quelque sorte, parce qu'ils sont inspirés de la nature. On parle de biomimétisme. Et en fait, ils l'ont réappliqué dans le monde de l'entreprise et ils prennent tout en sens. Et c'est vrai que l'être humain, la pyramide de Dilts, on se rend compte que quand il n'y a pas les notions de sens, l'individu, il est perdu. Ça devient beaucoup plus compliqué, ouais. Et puis aussi, pareil, l'autre truc qui est super intéressant et qui peut être utilisé en entreprise, c'est comment définir un objectif. Ça fait partie des bases. Je veux dire, quand on apprend la PNL, il faut savoir définir un objectif. C'est la base. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui peut être apporté. Parce que si demain, tu as une équipe que tu te rends compte qu'ils font pas réellement ce que tu veux, qu'ils avancent pas réellement vite, plutôt que d'aller dire que c'est des incompétents, regarde aussi ce que toi aussi tu peux apporter, en tant que manager. Est-ce que toi, tu définis bien le sens des choses? Est-ce que tu définis bien les objectifs? Est-ce que tu décortiques bien les objectifs? Et il est là, en fait, le truc, c'est que malheureusement, aujourd'hui, le management, à certains moments, ça s'apprend pas réellement dans certaines entreprises. On met des gens en poste de manager et on leur dit débrouille-toi. La PNL, en tout cas, ça peut apporter ces choses-là et clairement, ça va aider justement l'entreprise à aller mieux, ça va aider les gens à se sentir mieux, ça va aider aussi le manager à mieux se faire comprendre et à mieux atteindre ses objectifs. Donc voilà, ça c'était pour le côté entreprise en tout cas et management. Ouais, tu vois, j'ai un autre truc qui me pop et je pense que ça serait bien de le partager là. C'est que tu prends une réunion de travail, combien de fois on se retrouve dans une réunion, il y a plein d'échanges qui sont faits, puis 3 semaines plus tard, il y a toujours rien qui s'est passé. Il y a toujours rien qui a été mis en place parce que on a peut-être un animateur ou une animatrice de la réunion qui est en vision globale, puis qui a plein de collaborateurs qui sont en vision spécifique et que le message n'est pas passé parce qu'on n'a pas tenu compte des métaprogrammes de chacun. Peut-être aussi qu'on n'a pas su définir les actions qu'il fallait mettre en place par la suite. Parce que parler d'un sujet, c'est cool, mais est-ce qu'on a établi une liste d'actions? Est-ce qu'on a défini un plan concret de ce qu'on a à faire? Non, pas spécialement. Et du coup, ça n'avance pas. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui fonctionnent peut-être plus en obligation, ou en conditionnel, ou en émotionnel? Et que si on n'a pas un discours, ou en tout cas une transmission de l'information qui colle aux différents modes de perception et de compréhension, et qu'on s'en tient juste à notre vision en se disant c'est cool, j'ai été hyper clair. T'as été clair pour toi, mais est-ce que t'as été clair pour ton auditoire? C'est pas gagné. Est-ce qu'il serait passé quelque chose de suffisamment pertinent pour dire voilà, on a tenu le discours, on a pris en compte le mode de fonctionnement de tout le monde, chacun sait en plus comment il fonctionne parce qu'il sera accompagné en fait à prendre conscience de ces modes de fonctionnement personnel, et à partir de là on se retrouve sur des équipes qui sont hyper effectives. Ouais, exactement. Ça clairement aujourd'hui en fait le monde de l'entreprise a besoin de renouveau et a besoin d'être mis à jour. Voilà, si on peut parler de ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent encore sous Windows NT. Je dirais même pas 95, ils sont encore beaucoup plus loin. Ils sont encore sur Atari. C'est ça, ils sont encore sur Atari. C'est une catastrophe. Donc c'est clair que ça, la PNL peut aider à améliorer en fait les process et puis aussi à l'entreprise de trouver son identité, sa vraie identité, avec les forces et valeurs qu'il y a dans leur propre entreprise. Exactement. Et d'autres domaines en fait où ça peut s'appliquer, vu qu'on parlait de la PNL, le fait que ça s'intéresse aussi à la linguistique, à la communication, dans la santé, ça peut être aussi utilisé quand tu es psychologue, médecin, thérapeute, professionnel de santé. Apprendre
à comprendre l'autre à travers son langage, son discours, sa façon de fonctionner, ça peut te permettre de comprendre beaucoup plus facilement aussi comment ça se passe. Est-ce que, tu sais, de comprendre beaucoup plus facilement, d'établir un diagnostic, de communiquer avec la personne, parce que la personne peut-être aura du mal à communiquer. C'est vraiment la PNL en termes de communication et de compréhension des gens, ça peut s'appliquer dans tous les métiers. Vraiment, ça c'est tous les métiers. Ouais, complètement. On a aussi l'éducation, où ça peut être super pertinent. Imaginons que demain, les profs soient formés à la PNL, qui comprennent l'importance de manager, de mesurer, de moduler leur discours et leur organisation en fonction de leurs élèves. On va se retrouver avec des génies dans toutes les classes. Bien sûr, il y en a qui auront plus de difficultés que d'autres sur certains sujets parce que soit ils sont moins intéressés, soit parce qu'ils sont pas câblés pour justement fonctionner de façon optimale sur un sujet ou un autre. Et c'est aussi toute la beauté de se dire, bah regarde, il y en a qui vont être bons en maths, d'autres en physique, d'autres en français, d'autres en anglais, d'autres en histoire, d'autres en art plastique, d'autres en sport. Puis c'est parfait comme ça. Mais d'imposer en fait un mode d'apprentissage, de transmission de l'information, un mode d'organisation personnelle de notre propre apprentissage, de notre compréhension des choses, de nos prises de notes, bah c'est tout sauf productif. Parce qu'on force un système qui tend pourtant à être parfait dans un mode de fonctionnement qui lui est propre, à essayer d'appliquer un mode normalisé, normé, contrôlé, et modifié tous les 4 matins par certaines personnes qui seraient derrière leur bureau en se réveillant un jour en disant bah tiens, je vais justifier mon salaire aujourd'hui en pondant une nouvelle façon d'enseigner. À un moment donné, ça serait bien de s'intéresser plus à l'individu, encore une fois, qu'à la structure. Parce que si on fait en sorte de créer une approche, puis je dis pas que je serais la bonne personne pour faire ça, j'ai pas les compétences pour, mais si quelqu'un qui est passionné en éducation et qui apprend la PNL et qui la transpose sur l'enseignement, sur le partage, sur le traitement de l'information, la compréhension de comment les gens, les individus, les enfants apprennent et intègrent l'information, bah on va se rendre compte en fait que bah on n'a plus d'enfants qui sont turbulents vraiment en classe, on n'a plus d'enfants qui ont des problèmes de concentration, alors sauf cas spécifiques, mais on va avoir des enfants qui vont automatiquement s'intéresser, apprendre, vivre beaucoup plus de facilité dans la rétention d'informations, dans la redistribution de l'information, dans la compréhension des choses, et ça va aller beaucoup mieux. Et on va se rendre compte qu'en fait, on n'a pas nécessairement une diminution des scores au niveau scolaire. C'est qu'on a en fait des scores qui vont être élevés parce qu'on n'est plus sur un fonctionnement qui est normé. Mais après, c'est plus facile de gérer en fonction de normes que en fonction de ce qui vient et de ce qui se passe. Même si on va avoir des archétypes de profils qui vont, on n'a pas 10 000 métaprogrammes là, on en a une liste assez importante. Mais une fois qu'on a compris ces métaprogrammes là et qu'on les applique, bah d'un seul coup on se rend compte que en fait bah non, j'étais pas mauvais à l'école, j'utilisais juste pas les bonnes stratégies. Tiens, je suis capable d'apprendre plein de trucs et puis de retenir et de redonner avec efficacité aujourd'hui. Si seulement j'avais su que je pouvais faire ça comme ça quand j'étais à l'école, ça m'aurait simplifié la vie. Donc c'est encore un autre domaine où la PNL a toute sa place. Elle devrait être amenée comme en priorité avec plein d'autres éléments. C'est comme apprendre la gestion des émotions, apprendre à méditer, apprendre à reconnaître les relations sociales, à connecter de façon positive avec les autres, de pouvoir s'exprimer sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit. Mais si on permettait de modéliser les enfants dès le plus jeune âge sur quelles sont leurs forces, leurs talents et leurs métaprogrammes d'utilisation d'apprentissage, de rétention, de redistribution, de compréhension de l'information, ça simplifierait 1000 fois le parcours scolaire de l'individu. Vraiment. Ouais, ça, j'en doute pas du tout. J'en doute pas aussi parce que c'est pareil, tu sais, dans mon cheminement de la PNL, l'une des choses qui m'a amené à la PNL, c'était une formation de lecture rapide et d'apprentissage, donc comment apprendre à apprendre. Et en fait, c'est là que j'ai découvert. Alors, je connaissais déjà la PNL rapidement à l'école. Tu sais, on nous en avait parlé vite fait de la PNL, mais ça me paraissait pas forcément à cette époque-là intéressant rapidement. Mais tu sais, on rentre pas dans les détails. Mais quand j'ai vu la puissance de la PNL à travers cette formation-là, je me suis dit ah ouais, quand même, c'est un truc puissant quoi. Et en fait, ils avaient le formateur expliqué par exemple les différentes stratégies d'apprentissage. Des fois à l'école,
on va voir un enfant qui va regarder en haut, par exemple, à droite pour aller chercher une réponse, ou en haut à gauche, peu importe. Il va aller regarder, et en fait, on va lui dire arrête de regarder au plafond. La réponse, elle n'est pas au plafond. Sauf qu'en fait, l'enfant est peut-être un visuel, et qu'il a besoin d'aller chercher la réponse en haut, tu sais, dans le visuel, soit dans l'imaginaire, soit dans l'existant. Et d'autres personnes qui vont être auditives, vont peut-être aller chercher dans l'auditif, d'autres personnes vont aller chercher dans les sentiments. Il y a des enfants qui ont besoin de se mouvoir, qui sont kinesthésiques par exemple, et qui ont besoin justement de gigoter sur leur chaise pour pouvoir se concentrer. Et ça par exemple, c'est ce qu'il nous avait expliqué à travers justement tout ça, à travers tu sais, les fils de perception visuelle, auditif, kinesthésique. Et alors qu'à l'école, des fois, on va voir un enfant gigoter sur sa chaise ou bouger, on va lui dire arrête de gigoter. Ouais. Tu sais, je me rappelle, il y en avait un qu'on appelait, qui se faisait appeler l'asticot par la professeure parce que justement, il arrêtait pas de bouger. Et en fait, alors que c'est une stratégie, et ça, on le voit aussi, tu sais, dans certaines écoles religieuses, chez les bouddhistes, tu sais, les juifs quand ils apprennent la Torah, les musulmans quand ils apprennent le Coran. Dans certaines écoles, justement, où ils apprennent les livres saints, en fait, ils font quoi? Ils apprennent tout en se mouvant, tu sais, en bougeant, et ça leur permet de se concentrer. Et ça, à l'école, tu sais, c'est souvent mal vu, alors que c'est juste une stratégie d'apprentissage. C'est une stratégie que l'élève a développée en fonction peut-être parfois de perception, de tout ça. Tout à fait. Et la PNL permet justement de pouvoir prendre l'individu dans son ensemble et dans son unicité. Je dirais il est unique, il a ses manières de fonctionner, il a ses propres stratégies, et ça permet justement de pouvoir comprendre, l'accepter et peut-être même de modéliser. Tu sais, si on apprenait à chaque élève, si les profs connaissaient la PNL, qu'ils avaient ces stratégies de modélisation et qu'ils aidaient chaque élève à modéliser leur stratégie, je te laisse imaginer, tu sais, ça ferait mal, quoi. Ça va faire mal. Ah bah carrément. Carrément, et tu vois, ça me fait penser à ces expériences que j'ai pu avoir par le passé, et vraiment je suis super content d'avoir pu faire ça. Pendant plus de 10 ans, j'ai fait de la formation. En fait, j'accompagnais des jeunes en retour, en fait, à l'école, en retour aux études, soit parce que ils avaient eu un échec scolaire et puis du coup ils étaient plus du tout dans le système, ça marchait plus, soit parce qu'ils avaient dû en sortir à un moment donné pour une raison ou pour une autre, et que ça faisait déjà plusieurs années qu'ils en étaient sortis, mais leur score, leurs résultats étaient pas suffisants pour pouvoir prétendre à aller chercher une qualification ou un diplôme. Et je trouvais ça toujours génial, en fait, de voir ces jeunes, et parfois même des moins jeunes, où on commençait à faire des matières comme des maths, de la physique, du français, c'est vraiment les basiques dont ils avaient besoin, en plus des cours techniques, des cours spécialisés par rapport au diplôme qu'ils souhaitaient passer. Et je trouvais ça toujours génial de voir qu'on commençait l'année de cours avec des gens qui étaient réfractaires. C'était « oh non, ça me saoule, de toute façon je comprends rien, je suis trop bête, je suis trop nul, j'ai jamais rien compris, etc. etc. » Et de se retrouver en fait avec des gens en milieu et surtout en fin d'année où le raisonnement il est là, la compréhension des éléments elle est là, avec une retransposition en plus en concret dans la vie de tous les jours. Dire tiens, en fait maintenant je sais calculer ça, je sais m'occuper de ça, je sais faire telle chose, parce que on s'était donné ce mot d'ordre, et ça avait été aussi de toute façon une des conditions pour que je prenne en charge certains de ces cours-là, de dire voilà, ça va être fait non pas selon une norme qui est attendue, mais on va le faire en fonction des individus avec qui on va travailler. On va adapter le discours, on va reprendre, on va recommencer, on va faire réfléchir différemment plutôt que d'essayer de faire rentrer de l'information, en poussant avec les pieds sur la tête là pour que ça rentre à l'intérieur. En fait, ça marche super bien parce que et en fait, il continue à le faire, ce centre-là qui est en France, mais c'est génial parce que sur ces 10 ans plus, toutes les personnes qui sont venues se former, et chaque année, au passage du diplôme, que ce soit un CAP, un BEP, un bac pro, on se retrouvait à plus de 98% de réussite à l'examen, avec pourtant des étudiants, des étudiantes qui étaient en échec scolaire, qui avaient abandonné en fait la possibilité de se dire je vais aller chercher un diplôme, je vais aller me former, je vais aller plus loin.
Il y en a qui ont même été après encore plus loin derrière, qui ont été partis chercher un BTS. Il y en a qui sont partis chercher des licences, puis peut-être même qui sont allés même plus loin, dont on n'a pas forcément une nouvelle par la suite. Mais juste de voir à quel point d'appliquer des stratégies qui sont différentes permet de se rendre compte qu'en fait, c'est pas l'individu qui est en échec, c'est le système qu'il est en train d'utiliser qui le met en échec. Et ça, la PNL, elle nous permet de le prendre en compte, d'en prendre conscience et de modifier les stratégies pour que ça puisse mieux fonctionner. Donc c'est un super outil, la PNL. Ouais, c'est vraiment essentiel. Et tu sais, ça ce que tu dis là, ça me rappelle une fois une image que j'avais vue justement avec un petit texte en dessous et qui montrait, tu sais, des clous qui étaient tordus avec un mec qui tapait sur les clous. Ouais, je la vois bien, en fait, et en fait, je crois que si je me rappelle bien de mémoire, le texte disait, bah en fait, quand tu vois des clous qui sont tordus, c'est pas de la faute du clou, c'est de la faute de la personne qui tape. Ouais, tout à fait. Exactement. Mais je la vois bien l'image. Je pense que ça fait un petit moment que je l'ai pas vue, mais Ouais. elle m'a marqué. Et, oui, tu sais, on blâme l'individu alors que c'est le système qu'on devrait blâmer. Mm. Et, et d'ailleurs, bah, on en parlait, je crois, dans un des précédents lives qu'on avait fait. Ouais. Mais il y avait eu ce post sur LinkedIn qui était passé où il y avait ce commentaire en fait qui disait voilà, faudrait arrêter de juger la qualité d'une personne aux notes qu'elle a pu obtenir à l'école, qu'elle est en train d'avoir à l'école. Et j'avais mis un post, ça avait fait un commentaire, puis ça avait fait réagir, pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, mais c'est quand même intéressant. Où finalement j'avais dit que bah, ça serait effectivement bien d'arrêter de considérer que le problème vient de l'individu et que en fait c'est peut-être la manière d'enseigner et c'est peut-être la manière de transmettre qu'il faudrait revoir plutôt que de descendre le niveau et de toujours revoir le niveau à la baisse pour augmenter les statistiques et puis se dire que oh, c'est bien, on a plein de réussites aux examens parce qu'on le sait très bien, hein, tous les ans, à chaque fois c'est pareil. Et ça, c'est depuis je sais pas combien de décennies sûrement que ah bah dis donc les examens c'est de plus en plus simple, ah bah dis donc on voit de moins en moins de choses, ah bah dis donc on vous apprend de moins en moins de trucs à l'école. C'est de se rendre compte que en fait c'est pas en allégeant que ça va aller mieux, c'est en changeant la manière de transmettre. Mais bon, c'est un autre sujet. Je pense qu'on est en train de partir un peu loin dans nos dans nos partages, puis c'est bien correct parce que je pense que ceux qui nous écoutent aiment ça aussi quand on est en train de partir dans d'autres directions. Mais tout ça pour dire que la PNL dans le domaine de l'éducation, ça peut juste faire des miracles. Ouais, clairement. D'autres domaines aussi où justement ça peut être appliqué, il y a aussi le sport. Le sport aussi bien pour le mindset, parce que on sait très bien que tu sais, quand tu fais du sport, le mindset c'est important. Donc développer le mindset, etc. Mais aussi dans la modélisation, les stratégies de modélisation. Tu vois, de savoir comment je peux fonctionner, à quel moment je peux faire les meilleures performances, quels sont les process par lesquels je vais passer avant justement d'atteindre mon plein potentiel. Et ça c'est drôle parce que la dernière fois, je l'avais raconté lors d'un live. Moi j'aime bien courir une fois de temps en temps, donc en général je fais une fois, 2 fois par semaine, ça dépend des périodes. Et en fait, il y a des moments où je sors de chez moi et je me dis aujourd'hui je vais faire mon meilleur score. Aujourd'hui je vais faire mon meilleur temps. Ouais, tout à fait. Et je suis très 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 loin de faire mon meilleur temps. Pourtant je me sens en forme. Et à d'autres moments, tu sais, je sors de chez moi et je me dis aujourd'hui je vais juste, tu sais, prendre du plaisir, aller courir tranquille, voilà, je vais trotter, tu sais. Je vais juste trotter, ça va être un petit moment de plaisir et tout ça. Et au final, en fait, dès que je finis ma course, je regarde le temps et je vois quoi? C'est votre deuxième ou c'est votre meilleur temps? Je fais non, mais en fait, c'était pas le projet au départ. Et en fait, je me suis rendu compte, justement, après la PNL, après le fait d'apprendre à modéliser, encore, je sais pas encore modéliser parfaitement, mais tu sais, le fait d'avoir des bases, ça me permet déjà de poser des choses. Et ouais, puis c'est un process, hein. C'est tout un art, la modélisation. Donc, l'apprendre, c'est une première étape. L'appliquer, c'est une deuxième. La maîtriser, c'est une troisième. Donc, on fait les choses au fur et à mesure. Et puis, même moi, dans 10 ans, je modéliserai probablement encore mieux. C'est même pas probablement, c'est sûr que je modéliserai encore mieux parce que c'est à force de pratique qu'on devient expert, hein, de toute façon. Exact. 20 000 heures pour être expert. Ouais, c'est ça. 20 000 heures.
Ça, ce serait bien de faire peut-être un jour un podcast sur la règle des 20 On minutes. pourrait en parler, ouais. Intéressant. Ça peut être vraiment cool. Ouais. Et donc du coup, tu vois, ce jour-là, je me suis rendu compte en fait que moi, pour faire mon meilleur temps, il fallait certaines règles. Il fallait pas que j'aille avec, tu sais, l'idée de faire mon meilleur temps. Faut vraiment que j'y aille, que ce soit un moment de plaisir, que tu sais, c'est juste mon petit temps de méditation. La deuxième chose, c'était le moment de la journée où j'allais faire cette course. Je me suis rendu compte que souvent c'était soit à jeun, donc le matin au réveil. Je suis léger, je me sens. Pourtant, tu sais, tu peux te dire que le matin t'as pas trop d'énergie. À ce moment-là, je fais mon meilleur score. Et pendant le Ramadan, pareil. Pendant le Ramadan, je courais et je faisais aussi mon meilleur temps. Alors ça, c'était drôle. Je le faisais en fin de journée, tu sais, avant de rompre le jeûne à 7h30, 8h. Je sais plus. C'était je me rappelle. Depuis que je suis aux États-Unis, je cours plus pendant le Ramadan, mais il y a 2-3 ans, je le faisais encore. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'étais le plus performant en fin de journée, juste avant de rompre le jeûne. Donc c'était drôle. Et ici, pareil, fin de journée. Tu sais, juste avant de manger le soir, je prends pas tu sais, je mange pas, je prends pas de goûter ou quoi que ce soit. Donc tu vois, ça c'est des petits éléments que je prends. Alors j'imagine que je peux encore pousser plus loin, mais c'était les 2 éléments récurrents que j'ai remarqué à chaque fois que je faisais les meilleurs scores. Ouais, tu vois, ça m'étonne pas du tout parce que je pense qu'on se ressemble pas mal sur ce point-là. La course à pied est une activité que j'aime beaucoup. J'en fais plus ou moins régulièrement, ça dépend des périodes, ça dépend de plein de choses. Mais c'est quelque chose dont j'ai besoin. Donc ça peut me prendre, tu sais, ça peut me prendre tout à l'heure de dire bon Samir, regarde, on fera ça demain et puis je vais aller courir. Mais c'est ça, c'est que quand il y a une recherche de performance, et ça en fait c'est, je crois, un point clé pour tout le monde, c'est que quand tu mises sur la performance, c'est justement là où tu la loupes, parce que t'es orienté sur une réalisation spécifique qui peut-être est complètement déconnectée de toi, de qui tu es, de tes ressources, de tes forces, de tes talents. Alors que si, là, dans le cadre de la course, tu te dis, regarde, je vais aller courir, puis ça va me faire plaisir, et j'ai pas de temps à faire particulier, j'ai du temps devant moi, écoute, je vais y aller, si j'ai envie d'accélérer, j'accélère, si j'ai envie de ralentir, je ralentis. Et c'est systématique. Si je me dis, ok, aujourd'hui, allez, j'ai envie de battre mon record, j'ai envie d'aller plus loin, je vais mettre plein d'efforts, je vais avoir l'impression d'avoir comme vraiment galéré pour pousser, et je vais faire une performance de merde. Je vais regarder mon compteur, là, puis ça va me dire, voilà, vous avez fait tant de minutes par kilomètre. Puis je vais me dire, mais attends, c'est pas possible. Comment là, je suis fatigué, comment là, j'ai poussé, c'est pas possible. Et à d'autres moments où tu vas cool, tu vas tranquille, t'es souple, t'es léger, tu profites pleinement, tu sais, t'es dans ta tête, t'écoutes ta musique, tu chantes même quand tu cours si tu veux, là, tu regardes et tu fais, mais comment c'est possible? J'ai fait 40 secondes de moins que la dernière fois. Comment c'est possible? Et t'es pas plus fatigué, tu sais, t'as pas fait d'efforts considérables. C'est juste, t'y allais à fond. Et je me souviens d'une fois où j'étais parti pour faire un petit 5-6 kilomètres. En moyenne, je me donne une dizaine de kilomètres. Puis là, je m'étais dit, ok, je vais faire un 5-6 kilomètres, puis ça sera correct. J'ai du temps cet après-midi. Il faisait super beau ce jour-là. Et en fait, j'étais tellement bien. J'en ai fait 15. Et puis j'y suis allé, et puis vraiment je profitais, et je faisais des allers-retours, et je repartais dans la forêt, je remontais, je redescendais, puis il y avait les marches, etc. Et bon, j'étais cramé à la fin, parce que j'y suis vraiment y allé à fond, mais pas dans le but de faire une performance particulière. Et à la fin, je me suis dit, tiens, je vais regarder combien j'ai fait. J'ai sûrement dû dépasser un peu mon 6-7 km là que je voulais faire. Puis il y en a 15 qui a été fait. Et c'est comme, waouh, ok. Et j'ai essayé de le refaire avec la volonté de dépasser le 15. Puis je me suis arrêté à 9 parce que j'étais fatigué. Ça, c'est drôle. Ouais, c'est vrai que c'est là que tu vois la puissance aussi de la PNL dans la modélisation. C'est que tu peux comprendre vraiment, en tout cas si tu es dans une recherche, tu sais, d'amélioration ou tu sais, d'évolution, en fait tu peux à travers ça comprendre comment tu peux faire pour accéder à ton plein potentiel, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire mieux. Et ça, tu vois, ça je l'ai pris conscience justement après que tu nous avais parlé justement de ta modélisation quand tu courais. Tu nous avais expliqué comment tu faisais et tout ça. Et tu sais, un jour, je me rappelle, en plus je te l'avais dit juste avant, je t'ai dit je vais aller courir.
et je suis parti, mais en mode, je m'en foutais complètement. Et en fait, à la fin, j'ai fait je crois que j'avais fait 6 kilomètres. Et puis après, tu sais, j'ai fait aussi des montées d'escalier. J'avais fait 1200 marches d'escalier. Et je les ai fait en courant, parce que d'habitude, tu fais une partie en marchant et une Bien partie joué. en courant. Et à la fin, je fais, mais c'est possible ce délire, tu sais? Ben non, en fait, je comprends pas. Qui est Et dans puis ce après, corps, Samir? Qui est dans ce corps? c'est ça, je devais être à ce moment-là possédé, j'en sais rien. Possédé par Usain Bolt. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, bah en fait, tu vois, bah en fait, ça a du sens. Ça a du sens parce que je suis sorti dans une optique de prendre du plaisir, tu sais, petit moment méditatif. J'avais pas d'attente particulière. J'ai pas mangé avant. Tu sais, dernière fois que j'avais mangé, c'était à midi. Ouais. Et j'étais léger, donc je me dis, bah tu vois, en fait, c'est drôle parce que pendant le Ramadan, c'était la même chose. Le matin, quand je cours à jeun, c'est la même chose. En fait, c'est peut-être c'est peut-être ça en fait qu'il faut que je fasse. Et je l'ai retesté une autre fois. J'avais pas fait le meilleur temps, mais j'avais fait parmi les meilleurs temps. Donc du coup, ça avait beaucoup plus de sens à ce moment-là. Et aussi Complètement. donc là, c'est pour soi, mais il faut savoir que les coachs, les entraîneurs utilisent la modélisation, que ce soit dans le football, que ce soit dans le tennis, que ce soit, tu sais, les coachs Tout à fait, ouais. sportifs. Je me rappelle je crois que c'était Michael Phelps. Michael Phelps, je suis pas sûr que c'était lui, mais il me semble que Michael Phelps s'était fait coacher par Tony Robbins et tu sais, il lui avait mis toutes ses stratégies. Il y avait aussi l'autre là, McGregor, qui fait du free fight. Il fait du free fight. C'est du free fight, je Ouais. crois qu'il fait lui. Free fight, ouais. Et lui, s'était fait, il me semble aussi coaché par Tony Robbins. Et puis tu sais, pareil, il avait été modélisé dans sa façon de fonctionner en fait. Comment il peut faire pour avoir les meilleures performances, à quel moment il est le meilleur, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il écoute, tu sais, tous les rituels. Et ça me refait popper un dernier truc pour le sport. Des fois, on regarde Nadal. Alors ça, je le comprenais pas avant, je rigolais, tu sais, je me moquais de Nadal parce qu'on dit que Nadal, il a des tocs. Et à chaque fois, en fait, quand je regardais Nadal, je le voyais faire ses petits tocs et tout. C'est pas des tocs, en fait. C'est ça. C'est que ça, je l'ai compris avec la PNL. Ouais. C'est qu'en fait, tous ces petits gestes qu'il fait, c'est juste des moyens, des espèces des ancrages. C'est un espèce d'ancrage, en fait. Ouais. Qui lui permet d'avoir accès justement à ces ressources à ce moment-là. Ces ressources ont été modélisées, ils ont été ancrés, et puis en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par ces espèces de tocs, ces ancrages, ces gestes, c'est un rituel. Il utilise volontairement. Voilà, qui lui permet d'avoir accès justement à ces ressources à ce moment-là. Complètement. C'est pour reproduire peut-être le même service, pour reproduire le même truc et tout ça. Il passe par ça. Ouais, bah c'est hyper présent et en fait, même si on n'en a pas conscience, on fait de la modélisation sans vraiment s'en rendre compte. C'est juste que la PNL à ce moment-là nous aide à avoir une stratégie concrète de qu'est-ce que je dois modéliser, qu'est-ce que je dois observer, qu'est-ce que je dois reproduire pour avoir un résultat particulier. Mais tu vois, là, tu parlais du sport et on peut en partager un dernier de domaine. Le couple, la famille, le couple, ouais. Les relations. La PNL peut apporter énormément de choses. Comprendre les interactions entre les individus avec les enfants. Exactement. Fait qu'il y a plein de choses. Et puis, on a des personnes dans l'institut, dans nos étudiantes. En tout cas, pour l'instant, il y a que des femmes sur le sujet des enfants. On a plus d'étudiantes que d'étudiants, de toute façon. Dans ce domaine-là. Mais on peut faire des choses juste extraordinaires en appliquant justement les outils de la PNL sur le rapport aux enfants, sur le rapport homme-femme, sur le rapport familial, et de voir en fait que si on applique ces règles-là, puis si on applique les présupposés, si on applique des outils de modélisation, si on applique en fait plein de choses, on peut trouver des solutions, on peut trouver des choses qui permettent d'avancer et de progresser dans les meilleures conditions possibles, et puis même parfois aussi de se rendre compte que en fait ça pourra pas marcher et que ça sera pas intéressant en fait de continuer. Ça serait beaucoup mieux, beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus positif de dire ok stop, on arrête, on stoppe là et on passe à autre chose. Et ça aide vraiment à faire des prises de conscience sur qu'est-ce qui se passe dans le système, comment on peut l'observer, comment on peut interagir, comment on peut modifier. Donc à quoi sert la PNL à plein de trucs. Il n'y a pas vraiment de limite. À tout. Elle peut vraiment être utilisée vraiment partout. Et voilà, et je l'ai dit encore au début, moi, elle m'a servi dans tous les domaines de ma vie personnelle d'abord. Elle m'a servi personnellement avant de me servir, tu sais,
dans le métier de coach ou dans le métier d'enseignant. Tout à fait. Ouais. Je m'en suis servi dans mon entreprise parce que ça allait pas avec mon manager, ça allait pas avec tout ça, et en fait, j'ai appris après, tu sais, à lâcher prise grâce à la PNL, à essayer de comprendre les autres, à observer un petit peu comment ils fonctionnent pour me faire mieux comprendre, parce que justement, j'arrivais pas à me faire comprendre dans ces moments-là. Et par exemple, les ruptures de pattern, on parlait de ruptures de pattern, qui est une stratégie qui est beaucoup utilisée en PNL. Quand tu es face à un manager qui t'écoute pas, quand tu fais des petites ruptures de pattern, à ce moment-là, tu peux être sûr qu'il va mettre fin à son schéma de pensée et il va t'écouter. Et il y a plein de petites techniques comme ça qu'on utilise. Ça m'a servi aussi dans ma vie privée, dans ma vie personnelle, avec ma famille. Comment communiquer avec ma famille, comment comprendre, comment me faire comprendre. Des fois, tu as besoin de te faire comprendre. Des fois, tu as besoin aussi de comprendre que les attentes de l'autre ne sont pas les tiens. Et ça passe aussi par la communication. Et la PNL, tu sais, il y a plein de stratégies de communication. Le fait de poser des questions, le fait de faire passer la personne par l'index de computation quand elle est bloquée dans son mental, par exemple. Essayer de lui faire accoucher un peu plus le truc. Tu sais, comprendre un peu plus comment ça se passe, passer à l'action. Les enfants, alors j'en ai pas, mais je me rappelle justement mon ancien enseignant parlait de comment il faisait justement pour utiliser la PNL avec ses enfants. Et en fait, c'était dans une démarche d'éducation bienveillante. On n'est pas dans le tu fais ça, je t'impose telle ou telle chose. On est plus dans à travers la PNL, dans l'influence. Ça veut dire, tu sais, je regarde, ok, voilà tes métaprogrammes, ta chambre, c'est le bordel. Toi, t'es un attiré par, toi, t'es un repoussé par. Ok, en fait, je vais discuter avec mon enfant dans son langage, le attiré par, et lui mettre tous les bénéfices que pourrait lui apporter le fait de ranger sa chambre. Ça pourrait l'aider justement à le faire, alors que d'habitude il va pas le faire. Alors que si c'est un repoussé par, peut-être que tu sais lui parler de tous les points négatifs qui pourraient arriver s'il continue à laisser sa chambre en bazar. Tout à fait. Ouais. À ce moment-là, peut-être qu'il va prendre conscience parce que tu lui parles dans son langage. Bon, après, il y avait une autre méthode qui était un peu plus extrême. Pour un repoussé par, c'était de mettre le bazar intentionnellement dans sa chambre. Et là, à ce moment-là, au bout d'un moment, il fait arrête de faire le bazar dans ma chambre là. Mais là, c'est la façon extrême, c'est pas très bienveillant. Mais en tout cas, il y a des stratégies d'éducation bienveillante. Le couple, pareil, moi, ça m'a énormément aidé dans mon couple, d'apprendre à comprendre ma femme, d'apprendre à me faire comprendre aussi. Vraiment, la PNL, c'est universel. Ça peut être utilisé dans tout. Clairement, pas de limite. La limite, ça serait là où on ne sait plus comment l'appliquer et où est-ce qu'on pourrait en faire dans un sujet particulier. Mais honnêtement, il n'y a pas de limite là. Ça s'applique à tout le temps, partout. On peut, alors pas toute la PNL, bien sûr, certains choix d'outils, certaines approches, certains éléments spécifiques à la PNL, mais c'est universel. Et ça, c'est quelle que soit la langue, la culture, la vision, ça change rien. C'est pour tout le monde. C'est ça. Et moi, si je peux juste, c'est pour finir, dire vraiment ce que m'a apporté la PNL. Alors là, je commence à étudier la sophrologie avec toi et je pense que ça va être un level supérieur. Mais déjà, la PNL en soi. La PNL en soi, ça m'a permis justement de mûrir. Ça m'a permis d'être beaucoup plus zen, de lâcher prise, d'apprendre à gérer mes émotions. Vraiment, ça m'a donné une prise de recul sur la vie et sur ce que je peux vivre au quotidien. Et je veux dire, ça a amélioré ma qualité de vie je pense plus de 1000% carrément. Plus de 1000%. C'est cool. Vraiment. C'est vraiment chouette. Tu sais, j'avais parfois des problèmes, par exemple, tu sais, au niveau de l'estomac. Grâce à la PNL, la modélisation, tu sais, j'ai appris aussi parce que tu apprends, quand tu apprends à modéliser, à t'observer beaucoup plus. Et je me suis rendu compte que tu sais, ces problèmes d'estomac venaient très souvent. Il y avait un pattern derrière. Il y avait un pattern, c'était soit quand j'étais bloqué dans le mental, soit quand j'avais des problématiques et que je ne les exprimais pas. Parce qu'avant j'étais comme ça. Tu sais, dans la peur de blesser l'autre, je gardais les choses en moi. Je pensais que c'était ça la manière gentille, tu sais, de faire les choses. Parce que moi j'étais un gentil. Voilà. En tout cas, je voulais être toujours gentil. Un gentil. Bon, quand je dis ça, je voulais être un gentil, mais je pensais que je l'étais pas. Bon, je pense pas que c'est une croyance profonde, mais voilà, il suffisait juste que je dise quelque chose et que la personne le prenne mal, et je pensais que c'était moi le problème, plutôt que la réaction de la personne, que la personne a son histoire et tout ça.
Ça, c'est la PNL qui m'a appris aussi à le comprendre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pu comprendre tout ce qui se cachait derrière ces mécanismes-là et ces problèmes de santé. Donc, ça m'a aidé aussi, justement, aujourd'hui, je sais que si je commence à rentrer trop dans le mental, si je commence à trop stresser, si je commence à trop prendre les choses à cœur, en fait, je vais souffrir. Dans les jours à venir, je sais très bien que ça va me faire mal. Ouais, je comprends ça. Donc, aujourd'hui, j'apprends à agir tout de suite en me disant, écoute, non. Ça, déjà, est-ce que je vais m'en rappeler sur mon lit de mort? Non, au dernier moment de ma vie, ça va pas être important. Donc, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Je vais avoir raison, je vais être heureux? Non, je veux être heureux. Hop, ok, on met de côté. Et en fait, ça me permet d'améliorer ma qualité de vie. Et dernière chose, on a des animaux. On devrait essayer de modéliser nos animaux. Si ça se trouve, ça marche. Utiliser la PNL pour nos animaux. Tu peux modéliser en observant. Tu vas modéliser des choses, tu vas repérer des choses. Fait que même sur les animaux, ça peut être applicable. Alors peut-être pas les stratégies en tant que telles, mais au moins de modélisation, c'est largement applicable. Fait que toi, qui nous écoute, si jamais tu as un poisson rouge, n'hésite pas à appliquer les règles de la PNL avec ton poisson rouge et voir ce que ça donne. Tu nous mettras un commentaire pour nous dire où est-ce que ça t'a emmené. Peut-être que ton poisson rouge se mettra à grimper aux arbres. On ne sait pas. Ah, tu sais pas, qui sait? Je sais qu'en tout cas, l'ancrage fonctionne. Sur Folle, mon chat. Ouais. Folle, pas folle, F-O-L-L-E, c'est folle, c'est l'automne, parce que je l'ai eu le premier jour de l'automne. Et par exemple, l'ancrage, ça match avec le réflexe conditionné de Pavlov. C'est une stratégie qui fonctionne sur les animaux. Tu sais, des fois, il y a des gens, je regardais des trucs, je voulais apprendre ça à mon chat. Après, je me suis dit que c'était une mauvaise idée parce que si elle tombait dans la cuvette des toilettes, je serais pas content. Mais tu sais, il y a des gens qui apprennent à leur chat justement à faire leurs besoins dans les toilettes et de tirer la chasse. Tout à fait. Et ça passe justement par l'ancrage et le réflexe conditionné. Tu sais, on leur apprend petit à petit, on répète l'habitude, on leur donne des friandises et puis au bout d'un moment, le chat intègre et il commence à faire comme ça. Donc voilà, on a fini pour ce podcast. Toi qui nous écoutes, n'hésite pas à liker, partager, commenter si tu as trouvé que ce partage était intéressant et qu'il t'a servi. Et puis, on te retrouve très très rapidement pour de nouveaux partages. Et je te dirais de croire au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.